planète Terre. 4,5 milliards d'années d'évolution. Pourtant, tout va s'arrêter. Des forces titanesques déjà à l'œuvre vont ravager le monde que nous connaissons. Des scientifiques vont nous emmener dans un voyage époustouflant dans l'avenir, où des apocalypses vont anéantir toute forme de vie et détruire notre planète. Et le compte à rebours a déjà commencé. Dans 7,5 milliards d'années, la Terre sera consumée par le feu et vaporisée. Mais à cette époque, elle ne sera plus qu'un monde étranger et dépourvu de vie. Bien avant cette fin inéluctable, elle pourrait de toute façon être frappée par pas moins de 7 catastrophes. Une à une, elles auront transformé les jungles en déserts, remodeler les continents et vaporiser les océans. D'autres désastres auront détruit l'atmosphère, annihilé la faune et la flore. Et encore ne s'agit-il que des catastrophes que nous sommes capables de prévoir. Qu'adviendra-t-il de l'humanité? Elle pourrait être la première à disparaître. Voici donc l'histoire de la mort de la Terre. La première menace vient de l'espace. Peut-être en ce moment même, un amas de roches et de métal d'une dizaine de kilomètres de diamètre, se déplaçant à quelques 27 km par seconde, se dirige sur nous. Il peut frapper dans une semaine, un mois ou un an. Mais quand il arrivera, nous ne pourrons pas faire grand-chose. On ne saura qu'au tout dernier moment qu'un astéroïde s'apprêtera à s'abattre sur nous. Pourtant, notre planète a toujours été dans la ligne de mire. Ça peut arriver demain ou dans 100 millions d'années. La question n'est pas de savoir si ça va arriver, mais quand. À quelques 480 millions de kilomètres du Soleil, au-delà de Mars, se trouve la ceinture d'astéroïdes. Composée de débris d'une planète qui ne s'est jamais formée, elle contient environ 750 000 amas rocheux de plus de 800 mètres de diamètre, qui constituent une source de munitions planétaires quasi inépuisables qui sont expulsées à travers l'espace. Astronome à la NASA et spécialiste des astéroïdes, Donald Brownlee nous explique que les dégâts qu'ils occasionnent ne passent pas inaperçus. Observez la Lune et vous verrez qu'elle est criblée de cratères énormes. Ces impacts sont visibles sur toutes les planètes et ils se sont produits au fil de plusieurs milliards d'années. Donc ça va arriver. Cela a même déjà eu lieu. Il y a 65 millions d'années, un astéroïde d'une dizaine de kilomètres de diamètre s'est abattu sur Terre. Cet impact a projeté des millions de tonnes de roches à plusieurs centaines de mètres dans les airs et transformé le sable en verre en une fraction de seconde. Il a provoqué la disparition des dinosaures, une espèce qui existait depuis 160 millions d'années. Quels sont les risques de voir un astéroïde frapper notre planète? À l'aide des impacts visibles sur la Lune, sur Mars et sur Mercure, Donald Brownlee peut répondre à cette question. La fréquence d'impact d'un corps d'une dizaine de kilomètres de diamètre, une comète ou un astéroïde comme celui qui a fait disparaître les dinosaures, est en moyenne de 1 tous les 100 millions d'années. À l'impact, il vaporise toutes les formes de vie dans un rayon de plusieurs kilomètres. À elle seule, la puissance du choc
déforme et fissure la croûte terrestre, provoquant de violents séismes. La force des vents vient stimuler les vagues qui déferlent sous forme de tsunami. Quelques jours plus tard, un nuage de poussière masque le soleil et plonge la planète dans les ténèbres glaciales d'un hiver qui va durer plus d'1 an. Mais dans ces poussières se cache quelque chose de bien plus terrible. Une overdose soudaine d'oxyde nitrique détruit 85% de la couche d'ozone, si bien que quand les poussières retombent, le manque d'ozone permet aux rayons ultraviolets mortels d'atteindre la surface de la Terre. Il tue des milliards de gens, d'animaux et de plantes, victimes de radiations massives. Dès la fin de cette première année, au moins 70% de toutes les formes de vie sont détruites. Celles qui vivent sous terre ou qui hibernent ont le plus de chances de survivre. C'est ainsi que les dinosaures ont disparu et il pourrait bien nous arriver la même chose. Que cet impact ait lieu la semaine prochaine ou dans 1 million d'années, l'humanité aura malgré tout un avantage par rapport aux dinosaures. Un avantage qui pourrait lui éviter de subir le même sort. Notre ingéniosité technique pourrait nous permettre de construire des abris, voire d'empêcher l'astéroïde de s'abattre sur notre Terre en déviant sa course ou en le détruisant. Nous sommes capables de détecter l'arrivée de ces corps, de prévoir quand ils vont toucher la Terre et éventuellement de les dévier. Même si nous sommes en mesure de nous protéger d'un astéroïde de la taille de celui qui a tué les dinosaures, nous savons qu'il en existe d'autres, beaucoup plus gros, plus loin dans le système solaire. Et les technologies de demain ne suffiront peut-être pas à nous préserver d'une collision avec l'un d'entre eux. Comme on ignore où cet astéroïde s'abattra, il est difficile de se préparer. Et s'inquiéter ne sert à rien. Car il y a pire. Prévoir la venue de certaines catastrophes ne changera sûrement rien. Ainsi, des inland seas de plusieurs kilomètres d'épaisseur qui descendraient des pôles seraient impossibles à arrêter. Et justement, une nouvelle ère glaciaire s'annonce. Comment le sait-on ? Parce que d'autres ont déjà eu lieu. Un indice a été retrouvé dans un affleurement de bitume à Los Angeles. Découvrir un mammouth laineux, amateur de froid à cet endroit, en a surpris plus d'un. Que faisait-il dans la chaleur californienne ? Mystère. Cette région avait-elle été jadis recouverte de glace? Et cela pourrait-il se produire à nouveau? Pour le savoir, les scientifiques ont besoin d'archives climatiques remontant à plusieurs dizaines de milliers d'années. On les trouve dans les couches de sédiments du fond de l'océan. Un géologue marin, le professeur Peter de Menocal, cherche les traces du passé glaciaire de la Terre. Les sédiments marins de grande profondeur sont des archives uniques en leur genre de l'histoire du climat, parce qu'ils s'accumulent en permanence et très lentement. Et ils constituent donc un livre des changements climatiques passés. Ces petits morceaux de cailloux détiennent la clé du passé et de l'avenir glaciaire d'une région. Déposés il y a 10 000 ans, ils sont arrivés là d'une façon étonnante. Les icebergs les ont apportés. En se déplaçant, les icebergs ont fondu et ils les ont relâchés. Et c'est pour ça qu'on retrouve ces gros galets au milieu de l'océan. Jadis, des icebergs flottaient donc au large de la Californie. En fondant, ils se sont débarrassés des cailloux qui sont tombés au fond de la mer. Il y a 10 000 ans, la majeure partie de l'Amérique du Nord connaissait une ère glaciaire. Mais qu'est-ce qui provoque un tel refroidissement ? La réponse ne se trouve pas sous les pieds des géologues, mais au-dessus de leur tête, dans l'espace.
La Terre tourne autour du Soleil sur une orbite elliptique qui change petit à petit au fil du temps. Et l'inclinaison de notre planète par rapport à son étoile varie également. Les calculs montrent que les interactions entre ces changements peuvent faire passer un climat du chaud au froid et inversement. C'est ce qu'on appelle les cycles astronomiques de Milankovitch, du nom de leur découvreur. Les calculs d'orbite montrent que la Terre est passée d'une ère glaciaire à une période chaude il y a 10 000 ans. L'âge exact des sédiments du professeur de Ménocal. Ça a été un choc de découvrir la preuve qu'il y avait une correspondance aussi étroite entre les calculs astronomiques et les éléments géologiques. Les gens ont été stupéfaits. Qu'en est-il de l'avenir? Le phénomène s'appelle cycle de Milankovitch parce qu'il se répète encore et encore. Peter de Ménocal pense donc que la Terre va se retrouver plongée dans une nouvelle ère glaciaire d'ici 30 000 ans. Et la prochaine sera plus rude que la précédente, parce qu'au cours de la dernière ère glaciaire en date, il n'y avait que 5 millions d'êtres humains sur la planète. Bientôt, il y en aura 6 milliards. Pourrons-nous tous survivre ? Une couche de glace de plus de 3 km d'épaisseur pourrait recouvrir les terres. Des villes comme Londres ou New York se retrouveraient sous plusieurs centaines de mètres de glace. Le niveau des océans chuterait de 120 mètres, l'eau se figeant en glace. Des températures négatives pourraient régner pendant 100 000 ans. La chaîne alimentaire disparaîtrait, les plantes mourraient, étouffées par la glace. N'ayant plus rien à se mettre sous la dent, les herbivores finiraient par s'éteindre. La nourriture et les abris se raréfiant, la civilisation s'effondrerait et l'instinct de survie de l'homme prendrait le dessus. Pour Irwin Redlener, un spécialiste des réactions humaines face aux catastrophes travaillant à l'université de Columbia, beaucoup d'hommes ne survivront pas. Le plus gros défi, ça va être d'éviter de s'entretuer dans le cas d'un événement naturel comme une nouvelle ère glaciaire. Des exodes massifs pour fuir des conditions difficiles ont de quoi provoquer une concurrence énorme et aux conséquences mortelles entre les individus pour diverses ressources comme la nourriture, l'eau, l'énergie. Des milliards d'individus pourraient périr, d'immenses zones habitables étant dévorées par la glace. Mais d'autres survivront dans des bandes de verdure au nord et au sud de l'équateur. L'agriculture y perdurera, mais sera insuffisante pour nourrir les milliers de gens qui se battront pour son contrôle. Dans ces quelques zones encore viables, des hommes survivront. Mais la population sera considérablement réduite. La civilisation telle que nous la connaissons changera à tout jamais. Et il y a peu de chances pour que la prochaine ère glaciaire soit la dernière. Les grands Inland Seas continueront de progresser et de reculer, dévastant la vie et les civilisations. Mais à 250 millions d'années de nous, les choses empirent. La vie affronte une menace encore plus redoutable qui va la pousser au bord de l'extinction. Les mers vont mourir et les terres se transformer en désert. Nous y sommes. Après avoir survécu à une ou plusieurs ères glaciaires et à l'impact d'un astéroïde, le pire reste encore à venir. La surface de la planète est totalement méconnaissable. La vie elle-même est menacée. Cette vision terrifiante de l'avenir, on la doit aux forces qui façonnent la Terre à l'heure actuelle. En apparence, les choses sont très stables. Les chaînes montagneuses sont statiques. Elles ne semblent pas s'élever. On sait que le niveau des mers monte, mais on ne le remarque guère.
Mais si on regarde à plus long terme, sur une période de plusieurs millions d'années, et qu'on accélère le processus, on voit apparaître des phénomènes inattendus, comme la dérive des continents, l'élévation et l'abaissement des chaînes montagneuses. Ils se produisent depuis des millions d'années, et si on les accélère, on se fait une idée de ce qu'elles pourraient donner pour la fin du film. On peut considérer le présent comme une seule image de ce très long film. Ce voyage géologique dans l'avenir a commencé quand les gens ont été capables de voir le monde entier sur un plan. Au XVIIIe siècle, certains individus trouvaient qu'il y avait une similitude entre la découpe des côtes des continents qui bordent l'Atlantique. Mais ils n'imaginaient certainement pas que ces derniers avaient bougé. Mais à la fin du XXe siècle, les scientifiques comprennent que c'est exactement ce qui se passe. La vitesse est variable, mais en ce moment même, l'Amérique s'éloigne de l'Europe à raison de plus de 2,5 cm par an. À peu près la même vitesse à laquelle pousse un ongle. C'est ce qu'on appelle la tectonique des plaques. Elle nous révèle que la surface de la Terre se compose d'immenses plaques continentales qui bougent en permanence. Là où ces plaques se rencontrent, d'immenses montagnes sont projetées vers le ciel et des volcans crachent de la roche liquide. C'est ce qui façonne l'allure de notre planète. Fort de ce nouveau renseignement, on a ouvert les archives géologiques comme un livre. Ainsi, on a découvert qu'il y a 250 millions d'années, les continents étaient tous accolés et n'en formaient qu'un, la Pangée. Un monde chaud et violent, sur lequel régnaient les dinosaures. Les mouvements à venir des plaques transformeront-ils la Terre pour qu'il n'y ait à nouveau qu'un bloc continental ? Aujourd'hui, on sait nettement plus précisément qu'avant comment ces plaques bougent. Donc, il est tentant d'essayer de savoir ce que ça va donner en projetant ces mouvements à quelques millions d'années dans l'avenir. En vertu du modèle de Roy Livermore, un nouveau supercontinent verra le jour dans 250 millions d'années. L'Afrique percutera le Moyen-Orient, tandis que l'Antarctique et l'Australie fusionneront. Ce bloc continental gigantesque sera entouré par un océan géant. Dans une bonne partie des zones qui se retrouvent alors à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres à l'intérieur des terres, les chutes de pluie cessent. Les plantes ne poussent plus. Au fur et à mesure que la Terre absorbe la chaleur, les températures montent et la désertification progresse. Si on pouvait surplomber ce supercontinent, on verrait quelque chose ressemblant à l'intérieur de l'Australie. Dans 250 millions d'années, ce nouveau monde sera donc essentiellement désertique et couvrira plus de la moitié des terres. Il sera si chaud et si sec que rares seront les animaux et les plantes à pouvoir y survivre. 80% des espèces actuelles pourraient disparaître. Celles qui survivront devront s'adapter à une vie où l'eau et la nourriture seront moindres et où les températures seront plus élevées. Nos lointains descendants essaieront peut-être de se réfugier dans les régions côtières, mais même là, il sera impossible d'échapper aux dangers de ce nouveau monde. Sur le pourtour, le volcanisme et les séismes seront certainement permanents. Les forces tectoniques continueront d'agiter le supercontinent. Elles le déformeront et le fissureront dans ses endroits les plus fragiles. Le résultat ? Des tremblements de terre d'une violence inouïe. La lave exploitera ces nouvelles fissures, se déversera et formera des chaînes volcaniques. La roche en fusion se répandra sur des milliers de kilomètres, incinérant toute forme de vie sur son passage. À terre, la vie devenue incroyablement difficile provoquera des extinctions massives. Pourtant, cela n'est encore rien comparé à ce qui attend les habitants du futur superocéan. En
analysant ce qui s'est passé jadis, on sait que la présence d'un bloc continental unique aura un effet dévastateur sur les océans. Une dose mortelle de dioxyde de carbone provoquera une extinction massive qui pourrait décimer jusqu'à 96% de la vie marine. D'où viendra ce gaz nocif? On connaît bien les plus gros producteurs naturels de CO2 de la planète, et le futur supercontinent n'en manquera pas. Il s'agit des volcans. Pour comprendre comment le dioxyde de carbone qu'ils produisent conduira à une extinction massive de la vie marine, James Barry étudie ce qui est arrivé à un animal appelé brachiopode pendant des événements similaires. Les océans sont devenus beaucoup plus acides en raison de la présence de tout le CO2 rejeté par le volcanisme pendant 100 000 ans. L'acidité plus élevée de l'eau a causé l'extinction non seulement des brachiopodes, mais aussi de nombreuses autres espèces. James Barry essaie de comprendre ce qui se passe lorsque le taux de dioxyde de carbone augmente subitement. Les coquillages sont parmi les premiers à le ressentir. Ces brachiopodes sont une curiosité. Ils font partie des tout premiers animaux dignes de ce nom à avoir évolué sur notre planète. Il y a 400 millions d'années, ils comptaient parmi les formes de vie dominantes, mais ils sont passés de 30 000 espèces à environ 300. Ils sont l'exemple type du déroulement d'une extinction. Ces invertébrés ont survécu à tout ce que notre planète leur a infligé pendant des centaines de millions d'années. Pourtant, des éruptions volcaniques continentales ont fait disparaître 99% des espèces de brachiopodes. Les recherches de James Barry nous expliquent comment. Ces animaux sont particulièrement sensibles au taux de dioxyde de carbone et le CO2 rejeté à l'excès par les volcans se dissout dans les eaux, les rendant acides. Une fois dans l'océan, il réagit avec l'eau de mer pour former de l'acide carbonique, ce qui change l'équilibre chimique des océans. La mer devenant plus acide, les brachiopodes meurent. Dans 250 millions d'années, les coquilles dures de tous les invertébrés marins se dissoudront, victimes de l'acide. Leurs habitants s'éteignant, un maillon essentiel de la chaîne alimentaire disparaîtra. Leurs prédateurs mourront de faim et la pénurie de nourriture remontera jusqu'en haut de la pyramide alimentaire. Au même moment, une autre conséquence de l'apparition d'un seul supercontinent se fera sentir. 80% des espèces marines vivent près des côtes. Mais toutes les terres se retrouvant accolées, la longueur du littoral diminuera et la concurrence pour les meilleurs lieux de vie se fera impitoyable. Les côtes de ce supercontinent pourraient être 70% moins longues que celles d'aujourd'hui. Ce supercontinent sera donc très inhospitalier. Dans 250 millions d'années, le désert terrestre et l'océan acide auront provoqué une extinction telle que celle des dinosaures passera pour une anecdote. Pourtant, les plantes et les animaux capables de s'adapter survivront. Ce sera le cas des serpents et des araignées qui adorent tous deux la chaleur. Des buissons bas et robustes et certaines cactées survivront peut-être également. La vie résistera pendant 1 milliard d'années. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'extinction commencera pour de bon et qu'elle fera disparaître toute vie terrestre. Car dans 1 milliard d'années, le monde va se réchauffer. Comme toutes les étoiles, notre Soleil va mourir. Aujourd'hui, il est à la moitié de sa vie. Mais d'ici 1 milliard d'années, il sera à l'agonie.
En brûlant ses dernières réserves de combustible, il subira des processus internes qui provoqueront son extension et rapprocheront sa surface de celle de la Terre. La température augmentera pour atteindre une trentaine de degrés et elle ne s'arrêtera pas là. Encore une dizaine de degrés et l'humanité atteindra sa limite physique de résistance. Le sang s'épaissira, provoquant coups de chaleur et insuffisances diverses. D'ici 1 milliard d'années, l'humanité aura disparu à jamais de la surface de la Terre. Mais d'autres formes de vie survivront. À l'Académie des sciences de Californie, le professeur Lynn Rothschild étudie des extinctions survenues par le passé pour déterminer quelles espèces pourront survivre dans un monde 2 fois plus chaud qu'aujourd'hui. Ce que je tiens est une ammonite, un invertébré extrêmement prospère. C'étaient des prédateurs hors pair qui ont disparu à la fin du Crétacé, pas par leur faute, parce que c'étaient des animaux merveilleux, mais ils ont disparu. Le soleil continuant à enfler et le monde à se réchauffer, on ne peut plus compter que sur la chance. Si vous êtes mieux équipé que d'autres pour ce nouveau monde, vous vous en sortirez. Sinon, seuls les plus aptes survivront. Mais les conditions empirant, la vie terrestre finira par s'évanouir complètement. Tout commencera par la flore. Le professeur Castings, spécialiste de l'atmosphère, est l'un des rares à avoir prévu ce qui risque d'arriver aux plantes dans 1 milliard d'années. Une chute importante de la quantité de CO2 sonnera leur glas. Le CO2 va se réduire de moitié. Et environ 95% des plantes terrestres vont disparaître. À l'heure actuelle, des processus géologiques absorbent le dioxyde de carbone et le stockent dans les sédiments enfouis en profondeur dans les océans. Mais comme tous les processus chimiques, celui-ci s'accélère au fur et à mesure que la température augmente. Stimulé par celle qui régnera sur Terre dans 1 milliard d'années, il supprimera le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Privé de ce gaz, la flore étouffera et mourra. Les ultimes vestiges de verdure se dessécheront à jamais et les terres émergées ne seront plus qu'un immense désert. C'est très difficile d'imaginer un avenir sans plantes. Le plus facile pour y arriver, c'est d'aller dans le désert. C'est un environnement très beau, mais complètement stérile, qui n'a rien de familier. Sans la flore, la chaîne alimentaire s'effondre. Les herbivores disparaissent suivis par leurs prédateurs, insectes, reptiles et mammifères. Pour ceux qui avaient survécu sur la terre ferme, la chance a fini par tourner. Il ne reste plus qu'un endroit de la planète où la vie existe encore, les océans. Mais dans 1 milliard d'années, le Soleil continuant de grossir et la température sur Terre continuant d'augmenter, les océans commencent à s'évaporer. Leur niveau se mettant à baisser, les eaux deviennent de plus en plus salées. Pour comprendre à quoi ressembleront ces océans, le professeur Rothschild se rend dans des marais salants non loin de San Francisco, où l'eau de mer s'évapore pour qu'on récupère son sel. Ce qui se passe ici, et ça arrivera sur Terre, c'est qu'au fur et à mesure que la concentration de sel augmente, beaucoup d'organismes comme les poissons, le varech, les algues ou les raies disparaissent. C'est la fin de la vie sous-marine telle que nous la connaissons. Baleines, dauphins, méduses, récifs coralliens, presque tous disparaissent, incapables de survivre dans cette eau de plus en plus salée. À un moment donné, il ne reste que des mouches brunes, quelques petits vers, des microbes qu'on trouve ici. Et quand la concentration de sel est au plus haut, c'est-à-dire 10 fois supérieure à la salinité de l'océan actuel, on ne trouve plus que des halophiles.
Ce sont ces organismes minuscules qui s'épanouissent dans les environnements riches en sel qui donnent à l'eau cette teinte rougeâtre qui n'a rien d'accidentel. Pendant l'été, on bronze. Je suis allée à la piscine, donc je suis un peu plus bronzée qu'en hiver. Eh bien, ces organismes doivent eux aussi se protéger des émissions d'ultraviolets venant du soleil. Au lieu de bronzer, ils produisent beaucoup de pigments rouges, des caroténoïdes. Ce sont les mêmes composés chimiques qu'on trouve chez les tomates et les carottes. Ce pigment rouge-orangé protège ces organismes de l'ardeur du soleil. Un soleil flamboyant remplissant le ciel, seuls ces survivants incroyables que sont les extrémophiles peuvent supporter la fournaise. Dans 1,2 milliard d'années, toutes les autres formes de vie auront disparu. La Terre devenant un endroit de plus en plus hostile, le monde ne sera de nouveau peuplé que de microbes, comme au premier temps de l'évolution de la vie sur Terre. Les extrémophiles s'accrochent encore à la vie dans ce qui reste des océans. Mais le coup de grâce est sur le point d'être porté. La surface de la Terre est morte. Même les extrémophiles ont de plus en plus de mal à survivre dans quelques marigots saturés de sel. Ces océans sont à leur tour sur le point de disparaître. La luminosité du soleil fait monter la température moyenne à 38 degrés, plus du double de celle d'aujourd'hui. Le professeur James Castings s'intéresse aux effets dévastateurs de ce climat sur les océans. Nous pensons que la Terre va commencer à perdre ses océans quand le Soleil sera environ 10% plus brillant qu'aujourd'hui. Ces découvertes corroborent des preuves ramenées en 1972 par des astronautes du programme Apollo. L'hydrogène s'échappe de la Terre. L'eau est constituée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Les astronautes ont observé une fuite infinitésimale des océans dans l'espace. Aujourd'hui, cette quantité est négligeable, mais dans 1,2 milliard d'années, lorsque la température flirtera avec les 38 degrés, ce processus s'accélérera. Cette évaporation rapide sature l'atmosphère en eau. Tandis que cette dernière monte dans les couches supérieures de l'atmosphère, les rayons ultraviolets émis par le Soleil la décomposent en ses éléments essentiels, l'oxygène et l'hydrogène. Ce dernier gaz est si léger qu'il s'envole dans l'espace pour s'y perdre à jamais. La disparition progressive de l'océan crée un ciel à l'allure terrifiante qui finit par obscurcir le Soleil. De l'espace, la surface de la Terre donnera l'impression de disparaître. Si on pouvait observer la Terre depuis la Lune dans plus d'1 milliard d'années, quand elle commencerait à perdre son eau, on verrait une planète bien différente d'aujourd'hui. De plus en plus d'hydrogène s'échappant, l'oxygène épaissit. Le taux d'évaporation densifie toujours plus l'atmosphère et l'humidité est de 100%. Les têtes des cumulonimbus sont plus élevées. À une centaine de kilomètres d'altitude, la chaleur et l'humidité bouillonnante créent des tempêtes plus violentes et plus puissantes que toutes celles qu'on a connues jusqu'alors. En raison de la grande quantité d'eau aspirée en surface jusque dans le ciel, de la glace se forme dans la haute atmosphère. Des chutes de grêle infernales se déchaînent, mais il fait tellement chaud en surface qu'aucun grêlon ne frappe la croûte terrestre. Avec une atmosphère aussi chargée en gaz, on ne verrait pas la surface. Et si on pouvait voir à travers les rayons ultraviolets, on verrait de grandes quantités d'oxygène fuir dans l'espace. Ce processus deviendrait visible et on se rendrait compte qu'il se passe quelque chose de terrible pour la planète. C'est un cercle vicieux. Plus il fait chaud, plus les océans s'évaporent, plus les cieux deviennent violents. C'est ce que les scientifiques appellent l'effet de serre. James Castings a établi que la disparition des océans pourrait prendre moins de 200 millions d'années. Sans eau, la vie n'existe pas.
Pour savoir à quel moment elle va disparaître, il a cherché une planète pas très différente de la Terre qui a perdu ses océans de la même façon. Je me suis intéressé à l'avenir des océans de la Terre en travaillant sur Vénus. Sur le plan physique, Vénus est presque la jumelle de notre planète et il y a plusieurs milliards d'années, elle lui ressemblait peut-être encore plus. Étudier Vénus a permis à James Casting de déterminer quand la Terre va commencer à perdre ses océans, une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe. Jusqu'à ce qu'on se penche sur ce problème, beaucoup de scientifiques supposaient que la Terre conserverait ses océans pendant encore au moins 3 ou 4 milliards d'années. Mais on a démontré que les problèmes arriveront beaucoup plus tôt et qu'on pourrait perdre nos océans d'ici 1,2 milliard d'années. Une fois l'eau disparue, des croûtes de sel comme celle-ci seront tout ce qui restera des magnifiques océans terrestres. Est-ce la fin de la vie? Chose incroyable, une découverte récente vient de prouver que même sans eau, des formes de vie élémentaires arrivent à survivre. Reste à savoir pendant combien de temps. On savait que des organismes peuvent subsister dans des environnements très salés. On savait qu'ils peuvent survivre dans le sel solidifié. Mais on ignorait qu'une fois à l'intérieur, ils pouvaient se montrer encore actifs d'un point de vue métabolique. Ils continuent de respirer, de manger, d'excréter, de faire tout ce qui leur est nécessaire, mais de manière très ralentie. Pour nous, ça a été une découverte étonnante. Dans 1,4 milliard d'années, une fois les océans disparus, les extrémophiles seront donc toujours vivants, mais tout juste. Ces organismes survivront bien plus longtemps dans une croûte de sel, même en l'absence d'eau. Ils ne survivront pas éternellement, mais ils gagneront un peu de temps. Peut-être quelques millions d'années. À ce moment-là, leur principale défense sera leur couleur rouge qui les protégera des rayons du soleil. Et tant qu'ils vivront, ils transformeront l'allure de notre planète vue de l'espace. Quand les gens pensent à la Terre, ils imaginent toujours la jolie planète bleue, la perle bleu pâle dans les cieux. Mais en fait, pendant la moitié de l'histoire qui lui reste à vivre, ce sera une planète Barbie, une planète couverte de sel rose. Voici donc à quoi elle ressemblera dans 1,4 milliard d'années. Les extrémophiles s'accrochent dans une lutte désespérée, mais la hausse des températures qui accompagne une brillance toujours plus forte du Soleil va finir par avoir raison d'eux. 1,6 milliard d'années. La température atteint les 108 degrés, dépassant largement celle de l'ébullition de l'eau. Et la vie perd finalement son combat. Les derniers extrémophiles s'éteignent. L'ère de la planète Barbie s'achève. Notre planète n'est plus qu'un monde d'un marron monotone. Et si d'ici là, nous ne nous sommes pas installés ailleurs, la vie disparaîtra totalement de notre univers. Pendant encore 6 milliards d'années, la planète morte continue de graviter autour de son étoile à l'agonie. Seul un astronome peut voir aussi loin dans l'avenir et lire les derniers instants de la Terre. Robert Smith, de l'Université du Sussex, a tiré au clair le sort de notre planète, mais ce voyage dans le temps lui a réservé des surprises. L'histoire commence alors que le Soleil mourant continue d'enfler. Le Soleil va grossir, ce qui va avoir des conséquences énormes pour la Terre. On prévoit qu'il va devenir au moins 200 fois plus imposant aujourd'hui. Toutes les étoiles naissent et meurent. Les astronomes le savent parce qu'ils observent des étoiles à toutes les étapes de leur vie. Dans 7 milliards d'années, notre Soleil sera presque mort. Il sera 1000 fois plus brillant et 200 fois plus gros qu'aujourd'hui, mais continuera de grossir.
La chaleur dissoudra la surface de la Terre, effaçant les derniers vestiges de ce qui faisait son originalité. Le Soleil continuant de grossir, les montagnes vont commencer à fondre. Au lieu d'avoir de hautes montagnes et des océans très profonds, on n'aura plus qu'une sphère à la surface uniforme, monotone et très très chaude. La surface fond par une température de 1370 degrés. Couverte de métal à l'état liquide, la Terre totalement méconnaissable n'est plus qu'un monde étranger, dont la fin est proche. Les calculs de Robert Smith laissent cependant entendre qu'un sauvetage de dernière minute pourrait être envisageable. Depuis quelques 6 milliards d'années, toute vie a disparu de la surface de celle qu'on appelait jadis la planète bleue. Mais la Terre peut-elle s'en sortir? Au cœur du Soleil, l'hélium parvient à un stade critique. Il est si dense et ses atomes sont si entassés que le noyau est dangereusement instable. Il revêt sa dernière apparence, celle d'une géante rouge 256 fois plus grosse que le Soleil actuel et qui remplit les cieux. Tout d'abord, on verrait la taille du Soleil augmenter. Il deviendrait de plus en plus rouge et de plus en plus lumineux. À l'heure actuelle, il fait à peu près la taille de la pleine lune, mais il va devenir de plus en plus gros. Quand il sera devenu une géante rouge, il remplira certainement la moitié du ciel. En consommant ses ultimes réserves de combustible, le Soleil enfle encore. Il mesure plus de 320 millions de kilomètres de diamètre et engloutit tout ce qui se trouve sur son chemin. Est-ce le sort qui attend la Terre? Quand Robert Smith fait ses calculs, les chiffres auxquels il aboutit laissent entendre que le Soleil grandissant perd de son attraction gravitationnelle sur la Terre. Notre planète se met alors à dériver dans l'espace, échappant ainsi à l'incinération. Robert Smith aurait-il sauvé la planète? C'était un sentiment agréable d'avoir sauvé la Terre. C'est exactement ce qu'ont dit certains journaux. C'est alors qu'un collègue de l'astronome anglais reprend les calculs concernant la géante rouge. Et ces chiffres dévoilent un épilogue bien différent. En reprenant les calculs, on a constaté qu'on avait oublié quelque chose. On avait omis d'intégrer un effet qu'il fallait prendre en compte, à savoir les marées. En effet, les scientifiques ont oublié d'inclure les marées que la Terre va créer à la surface du Soleil. La gravité terrestre va faire apparaître un bourrelet, tout comme aujourd'hui la Lune le fait sur Terre avec les océans. Ce bourrelet pourrait en retour attirer la Terre vers le Soleil. Robert Smith se remet donc au travail en tenant compte de ces données nouvelles. On ne savait pas à quoi s'attendre quand on a décidé d'ajouter cet effet supplémentaire. On espérait qu'en ajoutant les marées, la Terre s'en sortirait quand même. Mais les résultats sont bien différents et les nouvelles sont mauvaises. L'effet de marée enchaîne la Terre au Soleil. En reprenant le problème et en constatant que la Terre n'en réchapperait pas, on a décidé d'intituler notre article scientifique « Doomsday », jugement dernier. La surface de la Terre est à environ 1370 degrés, assez pour faire fondre le métal. La bordure extérieure du Soleil se déforme pour engloutir la Terre. On a essayé d'imaginer la disparition de la Terre et voilà ce que ça donne.
Elle sera comme un astéroïde qui traverse l'atmosphère terrestre aujourd'hui. Elle brûlera complètement ou se vaporisera, elle deviendra une partie du Soleil et on aura l'impression qu'elle n'a jamais existé. 12 milliards d'années d'histoire planétaire arrivent à leur terme. C'est la mort de la Terre, engloutie par les flammes, vaporisée par son Soleil, réduite à un amas d'atomes. Tu retourneras à la poussière. Mais ce n'est pas un sort si tragique, parce que les atomes, les vôtres, ceux de votre chien, de votre voiture, partiront dans l'espace. Et que feront-ils? Ils formeront de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes, et peut-être de nouveaux êtres. Cruel coup du sort que de voir les étoiles, source de vie, donner ainsi la mort. De profonds changements s'annoncent. En comprenant comment la Terre a fonctionné par le passé et comment elle fonctionne aujourd'hui, la science imagine ce que l'avenir nous réserve. La mort de la Terre est déjà déterminée. Elle est inscrite dans son passé géologique et dans les étoiles qui l'entourent.